La position publique et les actes confidentiels divergent de manière à ne devenir évident que des années plus tard. Et il ne deviendrait apparent que lorsque la réputation des figures les plus vénérées serait mise à nu, entraînant des révélations qui nous obligent à réévaluer sévèrement leurs grands héritages. Numéro 10. Son nom est encore aujourd'hui extraordinairement célèbre. Dans les boutiques les plus luxueuses, apposées sur des parfums haut de gamme, des bijoux raffinés et des vêtements extravagants, on trouve le nom de Coco Chanel, la créatrice de mode la plus célèbre au monde, dont l'héritage semble défier les effets du temps. Son aventure débute à 20 ans lorsqu'elle ouvre sa première boutique en 1910 pour vendre des chapeaux. Rapidement, elle s'est mise à créer des vêtements et son premier succès est devenu sous la forme d'une robe qu'elle a confectionnée à partir d'un vieux pull. Rapidement, de nombreux curieux ont apprécié sa tenue et lui ont demandé où elle l'avait trouvée. Chanel leur a alors proposé d'en faire une. Elle a proposé son premier parfum dans les années 1920, puis le tailleur Chanel, et ensuite la petite robe noire. Cette créatrice de renom était concentrée non seulement sur la création de vêtements flatteurs, mais aussi sur des tenues confortables pour les femmes. Elle est devenue une figure centrale dans les mondes littéraires et artistiques de Paris. Chanel a conçu des costumes pour certaines grandes pièces de théâtre et ballets. Elle comptait également l'artiste Pablo Picasso parmi ses amis proches. Ces entreprises dans la mode ont bâti un empire du luxe de plusieurs milliards de dollars, marquant l'histoire de l'évolution des rôles féminins. Ces entreprises ont déclenché une révolution dans la mode. C'était la vie de Coco Chanel, une créatrice de mode, une défenseuse des droits des femmes, une révolutionnaire et une espionne. Il s'est avéré que la femme, tant admirée par l'industrie de la mode, ne créait pas seulement des robes et vendait des chapeaux, mais était aussi sympathisante nationale-socialiste et informatrice pour les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1939, avec le déclenchement de la guerre, Chanel résidait à l'hôtel Ritz, situé à proximité. Pendant l'occupation, elle a entretenu une relation amoureuse avec le diplomate allemand Hans-Günther von Dinklage, un espion de la Gestapo et agent de l'Abwehr. La relation durable de Chanel avec Dinklage au début de la Seconde Guerre mondiale l'a introduite dans les cercles sociaux des autorités allemandes. En 1941, l'espion allemand s'est rendu à Berlin avec son collègue, le baron Louis de Fauverland. Les deux hommes ont rencontré le dictateur, et peu après, l'agence de renseignement apprendrait l'inquiétude de la maîtresse de Dinklage pour son neveu capturé lors de l'invasion de la France. La peur de Chanel pour un membre de sa famille a permis aux Allemands de proposer un marché. Ils ont proposé à la créatrice la libération et la sécurité de son neveu contre des informations de ses contacts alliés les plus influents. La mission de Chanel n'ayant jamais été documentée, il est impossible de savoir quelles informations elle a transmises aux Allemands. Il est établi qu'elle leur a transmis des renseignements puisque son neveu est rentré sain et sauf la même année. En 1943, Paris a été libéré de l'emprise des nationaux-socialistes, ce qui a entraîné le retrait de tous les Allemands de la ville, y compris le départ de Dinklage, qui a été contraint de laisser Chanel derrière lui. L'année suivante, le gouvernement français réprimait ceux ayant aidé les envahisseurs durant l'occupation. Et sur la liste figurait la prétendue traîtresse Coco Chanel. Elle a été arrêtée et soumise à plusieurs heures d'interrogatoire, un interrogatoire qui n'a jamais été rendu public. Faute de preuves concrètes, elle a été libérée, bien que les historiens soutiennent que son acquittement aurait pu être orchestré par un proche, Winston Churchill, qui violait sa propre loi sur le commerce avec l'ennemi. On suppose que Chanel savait que Churchill avait enfreint la loi en payant les Allemands pour protéger la propriété du duc de Windsor dans la ville. Alors qu'il était prince de Galles, lui et Chanel étaient amants. Après cette année-là, Chanel est revenue à ses anciennes habitudes, menant une vie luxueuse, créant des vêtements pour les riches et les célèbres. Elle est décédée en 1971, n'ayant jamais été interrogée sur sa relation avec un espion, ni sur sa collaboration avec l'Abwehr. Et les informations qu'elle a transmises qui ont aidé un dictateur. Numéro 9, à la 3e place. Parmi les 3 artistes les plus importants et influents de l'histoire, derrière Léonard de Vinci et Michel-Ange, se trouve le peintre, céramiste et sculpteur espagnol expatrié, Pablo Picasso. Il est reconnu comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle et a créé le style influent du cubisme. Ce style artistique visuel se caractérise par la surface plate et bidimensionnelle du plan pictural, rejetant la perspective et le modelé. Durant 80 de ses 91 ans, Picasso s'est dédié à l'expression artistique, apportant une contribution majeure à l'art moderne. Par superstition, il pensait que travailler le maintiendrait en vie. Picasso est renommé pour s'être constamment réinventé.
Il changeait souvent de style de façon si radicale que l'ensemble de son œuvre semble être le produit de 6 artistes différents et non d'un seul. Il avait un penchant pour la diversité, affirmant que si son art ne variait pas de la manière dont il le faisait, il n'aurait pas obtenu l'effet qu'il recherchait. Au cours de sa carrière artistique, on dit que Picasso a produit plus de 150 000 œuvres d'art. Les historiens ont divisé son œuvre en différentes périodes qui ont marqué des étapes distinctes de sa vie. Ces périodes comprennent la période bleue, où le bleu dominait dans ses œuvres, et la période rose, qui a vu l'utilisation de rose, de rouge et de beige. La vie de Picasso s'est terminée en 1973, mais son règne dans le monde de l'art ne s'est pas arrêté pour autant. Son œuvre domine encore le marché mondial de l'art et il détient le record Guinness de l'artiste le plus prolifique de l'histoire. Derrière l'audace des couleurs, les styles créés et l'image d'artiste tourmenté se cachait une personnalité méconnue de la plupart. Seules ses victimes et ses proches collaborateurs l'avaient remarqué. Le succès et l'héritage de l'artiste auraient été ternis par son mépris envers plusieurs femmes de sa vie. En fait, très peu de personnes proches de lui avaient quoi que ce soit de positif à dire sur son caractère. Sa propre petite-fille a même écrit un roman sur l'homme horrible qu'il était. Il paraît que Picasso était un narcissique et un coureur de jupons qui non seulement manquait de gentillesse, mais qui aurait été particulièrement odieux envers les femmes, en particulier envers ses muses. Il délaissait fréquemment ses muses pour des modèles plus jeunes, dont l'une a affirmé avoir été enfermée par lui pour l'empêcher de travailler avec d'autres artistes. Il était également connu pour avoir des liaisons extra-conjugales et pour son incapacité à garder ses amis. Picasso, insistant les historiens, était responsable d'innombrables chagrins et dévastations. Numéro 8. Tony Hayward est né à Slough, en Angleterre, l'aîné de 7 enfants. Il a ensuite obtenu un diplôme en géologie à l'université Aston, un doctorat en géologie à l'université d'Édimbourg, ainsi que des diplômes honorifiques d'Aston, d'Édimbourg et de l'université de Birmingham. En 1982, à l'âge de 25 ans, Tony a rejoint BP en tant que géologue de plateforme. Il n'a pas mis longtemps à gravir les échelons et en 1997, il était directeur de BP Exploration, le géant mondial de l'énergie chargé de localiser, développer et extraire le pétrole et le gaz naturel. 3 ans après avoir été nommé directeur, Tony allait obtenir le poste de vice-président du groupe BP, Amoco Exploration et Production. Et 1 an plus tard, il est devenu trésorier du groupe chargé de superviser les opérations de trésorerie mondiale, les fusions et les acquisitions. En 2007, il a été nommé directeur général. Pendant qu'il occupait ce poste au sein de l'entreprise, l'attention de Tony était portée sur la sécurité et la fiabilité des opérations. Il était vu comme un réformateur compétent cherchant à améliorer la sécurité des travailleurs et de l'environnement dans l'extraction pétrolière. Lors d'une conférence célèbre, il a déclaré « Notre objectif principal est de créer de la valeur pour nos actionnaires. Pour cela, il faut prendre soin du monde. » Mais en 2010, sa réputation d'avocat compétent s'est effondrée, tout comme la plateforme Deepwater Horizon, et à cause de cela. La catastrophe de la Deepwater Horizon, la plus grande marée noire accidentelle de l'histoire, a eu lieu le 20 avril 2020. La plateforme, propriété de Transocean, était exploitée par cette société et louée à BP. Elle était située dans le canyon du Mississippi, une vallée du plateau continental. Le puits de pétrole se trouvait sur le fond marin, à 4 993 pieds sous la surface. Le soir de la catastrophe, une poussée de gaz naturel a traversé le bouchon de béton en explosant qui avait été installé par Halliburton pour sceller le puits. Cependant, le noyau du béton était trop faible pour supporter la pression, sans doute à cause de l'ajout d'azote pour accélérer le durcissement. L'explosion a entraîné une marée noire majeure dans le Golfe, avec 60 000 barils qui fuyaient chaque jour. Au fur et à mesure que la catastrophe se poursuivait et que les procédures de confinement commençaient, la première initiative de BP fut de rendre visite à Transocean en offrant son aide et ses condoléances. La deuxième initiative était venue de Tony Hayward, qui a rapidement donné une explication dans laquelle il a directement minimisé le volume et l'ampleur de la marée noire. Il l'a qualifiée d'insignifiante par rapport à la quantité d'eau du Golfe. La société a souligné qu'environ 1000 barils par jour s'accumulaient dans l'océan, étouffant la vie marine et affectant l'environnement. Cela, bien sûr, n'était pas vrai. Des enquêtes menées par des responsables gouvernementaux ont confirmé que la fuite avait atteint un pic de 60 000 barils, voire plus. Ce n'était pas la seule déclaration maladroite du dirigeant. Tout au long de la catastrophe, il a fait des remarques de plus en plus graves, y compris une déclaration dans laquelle il a dit à un caméraman de partir alors qu'il photographiait la catastrophe depuis les côtes de la Louisiane.
Il a aussi déclaré à un journaliste « Personne ne veut plus que moi que tout cela s'arrête. J'aimerais retrouver ma vie d'avant ». Cette déclaration a été perçue comme égoïste et a renforcé les critiques auxquelles Tony avait déjà fait face. Il a aussi dit « Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Et je suis britannique, je peux encaisser ». Il a également continué à nier les faits réels avancés par les scientifiques enquêtant sur la marée noire. 3 experts avaient découvert des panaches de pétrole sous-marin dans le Golfe, une évaluation que Tony a niée et discréditée. Ces déclarations explosives ont culminé avec un commentaire du président des États-Unis, Barack Obama, qui a déclaré que Tony ne travaillerait pas pour lui s'il avait fait l'une de ces déclarations. Numéro 7. Le 28e président des États-Unis était Thomas Woodrow Wilson, un érudit et homme d'État américain connu pour ses réalisations législatives ambitieuses. Né d'origine écossaise, Wilson était le fils d'un pasteur presbytérien et son grand-père maternel occupait la même fonction. L'Église allait naturellement jouer un rôle clé dans son éducation. Son père avait aussi servi pendant la guerre de sécession dans l'armée confédérée. Cette guerre a profondément marqué Wilson, témoin de la dévastation et de ses conséquences. Il avait une aversion personnelle pour la violence et les conflits armés. Ironiquement, Wilson allait devenir président en temps de guerre, mais c'est son mépris pour le conflit qui ferait de ce poste celui qui lui convenait le mieux. Pendant sa présidence, Wilson a fondé la Société des Nations, première organisation intergouvernementale pour maintenir la paix mondiale. Fondée en 1920 lors de la conférence de la paix de Paris, qui a contribué à mettre fin à la Première Guerre mondiale. Wilson a également reçu le prix Nobel de la paix. Malgré son image de pacifiste, Wilson montrait un mépris évident envers les Afro-Américains. Il a d'abord été nommé candidat démocrate. Il a attiré de nombreux leaders afro-américains avec son programme de nouvelles libertés, mais ils furent déçus lorsque son administration instaura la ségrégation dans les bureaux fédéraux. Quand Wilson a été élu président en 1912, Washington, D.C. comptait une communauté afro-américaine de classe moyenne en pleine expansion, représentant un tiers de la population. Malgré des avancées vers l'égalité, la ségrégation et le racisme persistaient dans la capitale. Les quartiers, les écoles et les institutions étaient divisés selon la race, mais le gouvernement fédéral maintenait une main-d'œuvre intégrée, avec 10% des employés fédéraux étant afro-américains au moment où Wilson est entré en fonction. Son administration, cependant, a marqué un tournant. C'est pendant sa présidence que la ségrégation raciale a été introduite dans les agences fédérales. La ségrégation fédérale séparait les races et limitait l'avancement professionnel, même pour les personnes qualifiées, en restreignant l'accès aux postes convoités. Selon les historiens, Woodrow Wilson tentait de faire reculer les avancées des Afro-Américains durant son mandat. Numéro 6. Hans Asperger était un médecin autrichien connu pour ses premières études sur la neurologie atypique. Le syndrome d'Asperger porte son nom, ses études concernant surtout les enfants. Il a rédigé 300 publications sur les troubles psychologiques, ce qui lui a valu une renommée internationale à titre posthume. Au cours de sa vie, Asperger a conservé une bibliothèque personnelle de plus de 10 000 livres. Il attribuait sa lecture à sa maturité spirituelle progressive. Selon d'anciens collègues, il citait souvent des auteurs classiques, des poètes et même la Bible à l'occasion. Et il était un chrétien dévoué et faisait partie de la Guilde Saint-Lucas, qui prône l'eugénisme catholique, y compris l'eugénisme positif plutôt que négatif. Mais il a aussi été dit qu'Asperger était froid et distant. Dans sa jeunesse, il a rejoint les érudits itinérants du Bund Neuland, associés au mouvement de jeunesse allemand, que le médecin a cité comme un principe directeur dans sa vie. Le mouvement de jeunesse allemand est resté proche du dictateur de la Seconde Guerre mondiale à partir des années 30. Coco Chanel n'était pas la seule grande pionnière à collaborer avec les nationaux-socialistes sous la dictature. Il paraît qu'Asperger a collaboré avec le régime tout en affirmant protéger les personnes handicapées de l'extermination. Pourtant, les documents historiques de la guerre montrent le contraire. Hans Asperger aurait dirigé des personnes atteintes de handicap mental vers l'Amspiegelgracht, un lieu pratiquant des expérimentations humaines, non éthiques et de la négligence médicale. Non seulement il s'agissait déjà d'un établissement rempli d'horreurs, mais pendant la guerre, la clinique a vu l'euthanasie de près de 800 patients sous le mouvement pseudo-scientifique qui prônait la purification ou l'hygiène raciale, comme on l'appelait alors. L'euthanasie involontaire faisait partie du programme T4 qui ciblait les personnes incurablement malades, les personnes handicapées physiques, les personnes handicapées mentales, les personnes en détresse émotionnelle ainsi que les personnes âgées.
Hans Asperger, pionnier de la neurodiversité et défenseur des personnes handicapées, a cependant livré de nombreuses victimes au régime. Il n'a signalé aucun de ses patients aux autorités sanitaires de Berlin, malgré son obligation légale. Plus inquiétant encore, après la guerre, Asperger a fait l'objet d'une enquête, la documentation historique révélant son association avec Am Spiegelgracht et son soutien à la purification. Il a finalement été innocenté de toute faute politique par les forces alliées. Il a simplement poursuivi sa carrière médicale. Numéro 5, c'est Thomas Edison qui a mis le monde sur la voie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Reconnu comme l'un des plus grands inventeurs américains, il a lancé l'ère moderne de l'électricité alors qu'on ne disposait que de batteries primitives à basse tension. Parmi les inventions les plus révolutionnaires de l'inventeur figuraient la première ampoule commercialement viable, le phonographe et la caméra de cinéma. Il a aussi créé le premier système de distribution d'électricité. Tout au long de sa longue carrière, Edison a reçu, seul ou en collaboration, 1093 brevets, détenant ainsi le record mondial. Il a également créé le tout premier laboratoire de recherche industrielle au monde et fondé la société General Electric. Décrit comme infatigable, surtout dans sa manière de travailler, il était tristement célèbre pour son endurance lors de marathons de plusieurs jours. Pour lui, dormir était une perte de temps. Il a déclaré célèbrement « Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration ». Ceux qu'il connaissaient le disaient charismatique et doté d'un grand ego. Il était aussi très introverti et préférait la solitude de son laboratoire. Mais même Edison avait une part d'ombre derrière son charme. On disait que l'inventeur revendiquait souvent le mérite exclusif d'inventions créées par ses employés à Menlo Park ou achetées à d'autres inventeurs. John Cruzy, maître mécanicien d'Edison, a concrétisé le phonographe en réalisant le modèle fonctionnel d'après les croquis d'Edison. On lui attribue aussi l'invention de la chaise électrique, pourtant conçue par Harold P. Brown, ingénieur électricien de son laboratoire. L'inventeur avait également tendance à revendiquer les brevets d'autres inventeurs qui n'étaient pas affiliés à lui. L'un de ces individus était Granville T. Woods, qui fut le premier ingénieur mécanique et électricien afro-américain après la guerre. En 1887, il a obtenu un brevet pour son télégraphe à induction, mais Edison l'a poursuivi en justice, affirmant qu'il avait créé un télégraphe similaire en premier. Woods a gagné la bataille, mais cela lui a coûté cher financièrement et personnellement. Thomas Edison a breveté le kinétographe ou la caméra de cinéma dans les années 1890, mais sa création utilisait le travail de toute une vie d'autres inventeurs. Non seulement il a volé le travail d'autres inventeurs ou s'en est attribué le mérite, mais Edison a également mené des campagnes publiques de dénigrement afin de discréditer ou de gêner ses rivaux. Il a provoqué d'importantes guerres de brevets, dont la guerre des courants, marquée par de violents conflits avec son ex-employé Nikola Tesla. Tesla a défendu le courant alternatif tandis qu'Edison s'accrochait au courant continu. Afin de discréditer et de saper les efforts de Tesla, Edison est allé jusqu'à organiser des démonstrations publiques d'électrocution pour prouver que le courant alternatif représentait une menace mortelle. Les dynamiques interpersonnelles ont dépeint Thomas Edison comme un leader versatile, un patron à la fois inspirant et tyrannique. On disait qu'il exigeait des horaires de travail extrêmes de la part de ses employés, une affirmation cohérente avec sa vision du travail et sa conviction que le sommeil était une perte de temps. Parfois, il criait sur ses employés avant de détendre l'atmosphère avec une blague. Edison était obsédé uniquement par son travail, ce qui fit de lui un mari absent et un père distant. Numéro 4, Vidkun Quisling, chef, héros, humanitaire et le plus grand traître de l'histoire. C'est en 1911 que Quisling entra dans l'armée norvégienne et servit comme attaché militaire à Petrograd, puis à Helsinki. Il a aussi soutenu les secours en Russie et participé aux opérations humanitaires de la Société des Nations. L'objectif principal de Quisling était de réduire la famine et les maladies en Union soviétique. En 1922, en tant que chef de la mission de secours contre la famine de Nansen en Ukraine, il était responsable de l'installation du quartier général, de l'approvisionnement en nourriture et de la fourniture de matériel médical aux civils. Sous l'égide de la Société des Nations, il a défendu les efforts de secours en Bulgarie et en Arménie et a été chargé d'aider les réfugiés affamés et les personnes déplacées. Grâce à ces efforts, l'officier militaire fut considéré comme un héros jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, lorsque son nom devint synonyme de traître. Entre 1931 et 1933, Quisling a été ministre de la Défense dans un gouvernement agraire et a gagné en popularité grâce à la répression d'une grève des travailleurs hydroélectriques.
Ensuite, il a démissionné du gouvernement et a fondé le parti fasciste National Samling, dédié à la suppression du communisme et du syndicalisme. National Samling était un parti d'extrême droite collaborant avec les nationaux-socialistes durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, sous la dictature de Castling, son gouvernement fantoche a adopté des lois facilitant la déportation de citoyens vers des camps de concentration en Pologne. Il était aussi responsable du conflit aux conséquences fatales pour les résistants norvégiens et principaux opposants politiques. En 1940, il a tenté un coup d'État soutenu par les Allemands, exhortant les Norvégiens à ne pas résister mais à combattre avec eux. En 1942, il a été nommé président du Conseil des ministres sous le commissaire du Reich Joseph Terboven. Durant la guerre, il a tenté à plusieurs reprises de convertir l'Église, les écoles et la jeunesse au national-socialisme. C'est pour ces raisons qu'il a été arrêté en 1945, après que la Norvège ait été libérée de l'emprise des Allemands. Il a finalement été reconnu coupable de crimes de guerre majeurs, dont des exécutions, persécutions, haute trahison et détournement de fonds. Vidkun Quisling a commencé son parcours en tant qu'humanitaire pour finir par devenir un collaborateur du national-socialisme qui a activement décidé du sort de ses victimes. Numéro 3. Bernie Madoff a grandi à Laurelton dans le Queens à New York. Il a passé sa première année à l'université de l'Alabama et a obtenu son diplôme en sciences politiques à l'université Hofstra à Hempstead. Il a brièvement étudié le droit à la faculté de droit de Brooklyn jusqu'en 1960. Cette année-là, avec les $5 000 d'économie qu'il avait gagnés en installant des systèmes d'arrosage et en travaillant comme maître nageur, Bernard Madoff a fondé sa propre société d'investissement, Bernard L. Madoff Investment Securities, avec sa femme Ruth, qui travaillait à Wall Street et possédait un diplôme en psychologie. L'entreprise de Madoff offrait des rendements fiables et comptait parmi sa clientèle des personnalités de haut niveau comme Steven Spielberg, John Malkovich, Kevin Bacon et Kyra Sedgwick. La spécialité de Madoff était les penny stocks, des actions bon marché négociées de gré à gré. C'était le prédécesseur du Nasdaq, le marché boursier automatisé de la National Association of Securities Dealers, dont il a été le directeur et le président. Grâce à cette entreprise, Madoff a tissé des liens personnels avec les hommes d'affaires les plus influents et riches de New York et Palm Beach. Il a recruté ses investisseurs, leur a versé des rendements élevés et s'est servi de leurs recommandations pour en attirer d'autres. Il a aussi noué des liens étroits avec les régulateurs financiers. Il a aussi usé de l'exclusivité pour attirer des investisseurs aisés. L'idée que tout le monde ne serait pas accepté dans ses fonds en faisait un signe de prestige d'être accepté comme investisseur chez Madoff. La réputation de l'homme d'affaires comme gestionnaire de placements prospère et courtier sympathique s'est effondrée lorsqu'il a été démasqué comme escroc. C'est en 2008, lorsque la grande récession a commencé, qu'une panique mondiale et des demandes de rachat des investisseurs ont eu lieu. Les investisseurs fortunés du fonds Madoff ont vite retiré leur argent pour couvrir leurs pertes. Cependant, il n'avait plus les liquidités. Les 7 milliards de dollars nécessaires pour payer ses investisseurs manquaient. Quelques mois auparavant, il avait voulu distribuer les derniers millions de la société sous prétexte de primes anticipées aux employés. Devant l'effondrement, il a convié ses 2 fils chez lui qui l'ont questionné sur les primes. Acculé, Madoff a dû révéler son secret longtemps gardé. Il a avoué que toute son entreprise reposait sur un énorme mensonge et que maintenant il avait de sérieux ennuis. Madoff voulait se confier à ses fils, mais la fraude était trop lourde pour eux. Ils ont plutôt signalé leur père aux autorités comme escroc à la tête d'une chaîne de Ponzi. Le 11 décembre 2008, il a été arrêté et reconnu coupable par la suite de 11 chefs d'accusation fédéraux, dont parjure, blanchiment d'argent et fraude sur les valeurs mobilières, et il a été condamné à 150 ans de prison fédérale. Numéro 2. Lance Armstrong, ancien cycliste professionnel, était autrefois un sportif respecté considéré comme un exemple de persévérance. Malgré toutes les difficultés, il n'a jamais abandonné sa passion, même après un diagnostic de cancer. Le cycliste américain est entré dans le monde du sport dès son plus jeune âge. Il excellait en cyclisme et en natation, et à l'adolescence, il participait déjà à des triathlons et à des compétitions de natation. Avant son diplôme de fin d'études secondaires, Armstrong a été recruté par l'équipe nationale junior de la Fédération américaine de cyclisme. Dès lors, sa carrière cycliste a évolué des championnats du monde junior aux championnats amateurs des États-Unis. Et en 1992, il est devenu professionnel et a rejoint l'équipe Motorola.
En 1993, il a été nommé le deuxième plus jeune coureur du cyclisme sur route mondiale et a remporté des étapes du Tour de France en 1993 et 1995. Après le Tour de France 96, Lance Armstrong est tombé malade et on lui a diagnostiqué un cancer. Lors du diagnostic, la maladie avait déjà atteint ses poumons et son cerveau. Il a subi une opération et une chimiothérapie et quelques mois plus tard, il était déjà de retour dans le monde du sport. Il allait ensuite remporter le Tour du Luxembourg, seulement 2 ans après son diagnostic. Il a remporté le Tour en 2001 et 2002, puis de nouveau en 2004. Après avoir remporté son 7e Tour en 2005, Armstrong s'est brièvement retiré du sport. En 2008, il a fait son retour à la compétition et 1 an plus tard, il a terminé 3e au Tour de France 2009. 1 an plus tard, cependant, le sportif respecté, admiré pour sa ténacité, allait être critiqué lorsque cette même persévérance et sa série de victoires ininterrompues se sont révélées être le résultat d'un secret troublant. En avril 2010, Floyd Landis, un autre cycliste qui avait été coéquipier d'Armstrong, a envoyé un courriel à un responsable de USA Cycling. Il a révélé que lui-même, ainsi que plusieurs autres coéquipiers, étaient coupables d'avoir utilisé des produits dopants, des substances qui améliorent les performances, ce qui, dans le monde du sport, était considéré comme de la triche. Dans sa confession, Landis a impliqué Lance Armstrong, suggérant qu'il était lui aussi coupable d'avoir utilisé des produits dopants. En juin 2012, l'USADA a allégué que le cycliste, son manager, 3 médecins et son entraîneur faisaient en partie d'une vaste conspiration autour des produits dopants qui a duré des décennies et qui a commencé à la fin des années 1990. Selon l'agence, Armstrong utilisait plusieurs types de produits dopants, notamment de l'EPO et de l'hormone de croissance humaine. Ils avaient aussi donné ces substances à d'autres cyclistes. Il a aussi été accusé d'avoir reçu des transfusions et d'avoir utilisé de la testostérone à l'époque. Les accusations ont finalement entraîné une interdiction pour Armstrong de participer à toute autre compétition cycliste. À la suite de cette révélation, le sportif respecté a été déchu de tous ses titres du Tour de France, ainsi que de tous les autres prix et récompenses qu'il avait obtenus depuis 1998. L'agence a également prononcé une interdiction à vie de toute pratique sportive conformément au Code mondial antidopage. Numéro 1. Les frères Wright comptent parmi les grands pionniers de l'histoire, ayant été les premiers à effectuer le vol motorisé, soutenu et contrôlé d'un avion. Leur invention a lancé l'industrie de l'aviation et permis le transport aérien moderne. Wilbur et Orville Wright sont nés à 4 ans d'intervalle d'un ministre ordonné de l'Église des Frères Unis en Christ. Les frères et leurs autres frères et sœurs ont reçu une éducation publique et ils ont grandi dans un environnement encourageant qui les a orientés vers des intérêts intellectuels. C'est Orville qui pensait qu'un environnement moins nourrissant leur aurait essentiellement coupé les ailes et empêché de poursuivre leur curiosité. Wilbur et Orville étaient des penseurs indépendants, très confiants en leur talent. Ils avaient aussi une foi inébranlable en leur jugement. Ils étaient déterminés à persévérer même face à la déception. Ces qualités étaient les ingrédients du mélange parfait qui les a mis sur la voie de la grandeur. Les 2 frères Wright étaient les seuls de la famille à n'avoir ni étudié à l'université ni été mariés. À la place, ils allaient fonder ensemble une imprimerie et également éditer et publier 2 journaux locaux. En 1892, ils ont ouvert un magasin de vélos où ils ont commencé à fabriquer des bicyclettes à petite échelle. C'est là qu'ils ont créé leur moyeu de roue de vélo autolubrifiant. Grâce aux fonds provenant de leurs activités dans le vélo et la presse, les frères ont pu financer leurs expériences aéronautiques à partir de 1899. Ils ont ensemble épuisé toutes les ressources de la bibliothèque locale sur l'aéronautique. Et l'année suivante, ils se sont présentés à l'ingénieur civil Octave Chanute, qui est devenu un confident des frères Wright dans les années qui ont suivi. Dans leur quête pour créer la première machine volante contrôlable, les 2 ont compris que, pour réussir, leur création aurait besoin d'ailes. Ils ont découvert que les ailes généreraient de la portance. Le prochain défi était la propulsion, suivi de la recherche d'une méthode de contrôle. Ils se sont inspirés de leur idole, Otto Lienthal, pionnier du vol à voile, et de sa façon de créer des ailes capables de le porter. Les constructeurs de véhicules autopropulsés développaient aussi des voitures plus légères à moteur puissant. Voilà 2 problèmes résolus, et il ne restait plus qu'à trouver le moyen de contrôle. Cyclistes expérimentés, les frères Wright pensèrent que le contrôle total devait revenir au pilote, conscient des dangers du déplacement du poids observé sur les machines volantes précédentes.
Ils se sont concentrés sur la manipulation précise du centre de pression sur les ailes et ont élaboré divers schémas mécaniques avant d'essayer d'obtenir une torsion hélicoïdale sur les ailes. Cet effort a accru la portance d'un côté de l'appareil et réduit celle de l'autre. Cela a permis de contrôler l'appareil en abaissant à volonté l'une ou l'autre extrémité d'aile. Et voilà, ils avaient réussi le premier avion motorisé, soutenu et contrôlé, la genèse de l'aviation moderne. Les frères avaient percé le secret et furent loués pour leurs efforts. Leur succès initial a servi de tremplin pour perfectionner leur projet et ouvrir la voie au voyage aérien. Même ce duo d'inventeurs avait un côté sombre. Selon les archives historiques, les frères Wright ont activement empêché quiconque d'effectuer des vols ou d'améliorer et de développer leurs concepts initiaux. Ils affirmèrent que leur travail devait être protégé et breveté pour empêcher toute utilisation de leurs concepts. Leur agressivité a fortement freiné l'industrie aéronautique naissante. Les frères ne pouvaient avancer seuls. D'autres inventeurs auraient pu aider, mais les frères Wright ont préféré monopoliser leur invention et ont lancé une guerre des brevets. En 1906, ils ont obtenu un brevet pour leur méthode de contrôle de vol et ont ensuite fondé la compagnie Wright. La compagnie a tenté d'obtenir un monopole sur la fabrication d'avions, mais cet effort a échoué. Ils ont alors modifié leur stratégie juridique et intenté des procès contre tout aviateur ou entreprise, étrangers ou nationaux, pour percevoir des droits de licence. Cela incluait le pionnier de l'aviation Glenn Curtiss. En 1910, ils ont gagné le procès contre Curtiss et tous les autres événements juridiques suivants. Cela comprenait 9 procès intentés par les frères Wright et les 3 qui ont été intentés contre eux. Après le décès de Wilbur et la retraite d'Orville, la guerre des brevets a continué, d'autres fabricants engageant des actions en justice. La guerre a provoqué une crise sans fin pour l'industrie aéronautique, entraînant un arrêt du développement de l'industrie aux États-Unis. La guerre des brevets n'a été résolue qu'en 1917, lorsque le gouvernement des États-Unis est intervenu et a créé un pool de brevets qui a permis à l'industrie d'innover librement et de partager ses technologies contre une petite redevance. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.